depuis tout à l'heure, je suis en train de parler des territoires, d'accord, sur le CG, qui veut permettre de savoir quelle est l'artère atteinte et donc quelle est l'artère coupable qu'on doit revasculariser. Donc, je vais vous expliquer chaque dérivation correspond à quoi, d'accord. Alors, dans le CG, on a les dérivations dites précordiales, d'accord, les précordiaux, c'est quoi? C'est V1, V2, V3, V5, V6, et les dérivations théoriques D1, D2, D3, AVL, AVR, AVR. Alors, V1, V2, voilà la localisation. Voilà V1, V2. V1, V2, c'est en face le cœur, donc c'est la partie antérieure, d'accord? Donc, quand on va trouver un sous-décalage au niveau du V1 au niveau et au niveau du V2, on dit qu'il y a une atteinte ischémique au niveau du territoire antérieur. Très bien. Le V3 correspond à la partie septale. Le V4 correspond à l'apex, d'accord? C'est la partie apicale. Le V5 et V6, c'est la partie latérale, d'accord? Je répète, V1, V2, c'est la partie antérieure. Le V3 correspond à la partie septale, d'accord? Le V4 correspond à la partie apicale et le V5 et V6, c'est la partie latérale. Donc, antérieure, septo-apicale, puis latérale, d'accord? Alors, si le sous-décalage est au niveau du V1, V2, on avait dit c'est le territoire antérieur. Si le sous-décalage est au niveau de V3, ça veut dire c'est le territoire septal. Maintenant, si le sous-décalage est au niveau du V1, V2 et V3, c'est ce qu'on appelle antéro-septal. Donc, antéro-septal. Si le sous-décalage est au niveau du V1, V2, V3, V4, c'est ce qu'on appelle antéro-septo-apical. Antéro-septo-apical. Et donc, on parle d'une atteinte antérieure, étendue. Donc, les lésions sont antérieures étendues. Donc, antérieure étendue. Antérieure étendue, c'est quoi? C'est le territoire antérieur avec le territoire septal et apical. D'accord? Très bien. Maintenant, on va parler on avait parlé du V1, V2, la partie antérieure, ça c'est la partie latérale. Dans la partie latérale, j'ai oublié une dérivation, c'est la VL, d'accord? C'est la VL, d'accord? La VL, le D1, le V5 et le V6, ce sont des dérivations latérales. Ça veut dire si je vais avoir un sous-décalage au niveau du D1 et au niveau de la VL, et au niveau du V5 et V6, on va dire que c'est un infarctus dans la partie latérale, d'accord? Donc c'est le territoire latéral, d'accord? Ça, V5 et V6, c'est la partie latérale inférieure. Et ça, AVL et D1, c'est latéral supérieur, d'accord? Très bien. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait parlé du D1, VL, V5, V6, V2. Alors, pour le V3R, V4R et l'AVR, ce sont des dérivations du côté droit. Donc, on va voir le VD. Donc, de ce côté-là, on va voir le VD. De ce côté-là, on va voir la partie antérieure. Ça, c'est la partie septale. Ça, c'est la partie apicale. C'est l'apex, d'accord? Et ça, c'est la partie latérale. Ça, c'est la partie latérale. Et puis, vous allez trouver le D2, D3 et AVR. Le D2, D3, AVR, les trois, c'est le territoire inférieur ou c'est ce qu'on appelle le territoire postéro-diaphragmatique. Ça veut dire que c'est la partie qui est contre le diaphragme. C'est la partie inférieure qui est contre le diaphragme. En arrière, d'accord? La partie postéro-inférieure. Ou bien la partie inférieure postéro-diaphragmatique. Donc, quand on va... Et puis, j'ai oublié pour la partie basale, ça veut dire c'est la partie basale, en face de la base, ça c'est le V7, V8, V9. Et à mentionner, devant toute douleur thoracique, il faut faire un ECG par كامل les dérivations. Il faut faire les dérivations. Piste, imaginez-vous un patient qui est en train de faire un infarctus sur la partie droite, d'accord? Vous n'allez pas mettre les V4R, les V3R, donc vous n'allez pas trouver sur le CG standard, vous n'allez pas trouver le sous-décalage. Et donc vous allez passer à côté d'un syndrome coronaire aigu. Donc systématiquement, il faut faire toutes les dérivations pour en cas ou bien du syndrome coronaire aigu. Donc je le répète. Pour le V1, V2, c'est la partie antérieure. Pour le V3, c'est la partie septale. Pour le V4, c'est la partie apicale, c'est l'apex. Et puis pour le V5, V6, c'est la partie latérale inférieure. D1, AVL, c'est la partie latérale supérieure.
D2, D3, AVF, c'est la partie inférieure, postéro-diaphragmatique, ça veut dire c'est la partie postérieure. Et puis pour V7, V8, V9, c'est la partie basale, ça veut dire qu'on va voir la base. Et puis pour le V4R, V3R, c'est les dérivations droites, on va voir le VD. D'accord? Si on a un sous-décalage au niveau du V1, V2, V3, V4, on va parler d'un territoire antérieur étendu. Un territoire antérieur étendu, généralement, c'est une atteinte proximale. Ça veut dire que l'atteinte, par exemple, est à ce niveau-là. Dans la partie proximale, ça veut dire que toute la partie antérieure est atteinte. D'accord? Donc, vous allez trouver un sous-décalage étendu à toutes les dérivations. V1, V3, V4. Très bien. Alors, donc, s'il y a une atteinte proximale au niveau de l'EVA, on aura un territoire antérieur étendu. Ou bien, c'est le contraire. Si vous allez trouver sur le CG un territoire antérieur étendu, ça veut dire que l'atteinte siège au niveau de la partie proximale de l'EVA. D'accord? Très bien. Si l'atteinte est au niveau des dérivations, vous allez trouver le sous-décalage au niveau des dérivations inférieures, ou bien postéro-diaphragmatique. Ça, c'est la partie postérieure. Ça veut dire c'est le rétroventriculaire gauche. D'accord? Donc, c'est la coronaire droite. C'est la coronaire droite qui est atteinte. Parfois, il y a certaines variations anatomiques. La partie postérieure est irriguée par la circonflexe. Vous pouvez avoir l'atteinte au niveau de la circonflexe. D'accord? Très bien. Dans la partie basale, c'est bien évidemment la coronaire droite. La partie basale, c'est la coronaire droite. Puis, par exemple, si vous allez trouver une atteinte dans la partie septale, d'accord? Enfin, si on a une atteinte au niveau de l'hélia, d'accord? Et une atteinte au niveau de la coronaire droite. La fermeture de la coronaire droite. Imaginez ça, donc c'est un infarctus septal profond. C'est ce qu'on appelle un infarctus septal profond, d'accord? Donc, il y a une double atteinte au niveau de l'hélia, la partie terminale de l'hélia, et la coronaire droite, d'accord? Et puis, très bien, c'est ça. C'est ça pour les territoires et les dérivations. Très bien. Maintenant, c'est facile pour poser le diagnostic. Un ECG, tu as l'atteinte, d'accord? Qui joue l'ECG, tu as l'atteinte. Alors, pour le septal profond, je ne vous ai pas dit le sous-décalage et on va le voir tant que l'EVA est atteinte. On va le voir au niveau du V1, V2, V3, V4. Et aussi, la partie terminale, la coronaire droite, on va la voir la partie inférieure, puisqu'elle est irriguée par la partie terminale de la coronaire droite. Donc, au niveau du D2, AVF, D3. Je répète, en cas de l'atteinte septale profonde, ou bien de l'infarctus septal profond, c'est quoi? Il y a une double atteinte. Il y a une atteinte de l'EVA et une atteinte de la coronaire droite. On va voir sur le CG comme signe électrique un sous-décalage au niveau de quoi? Tant qu'il y a une atteinte de l'EVA, donc V1, V2, V3, V4, d'accord? Et tant qu'il y a une atteinte de la coronaire droite, donc dans la partie postérieure du cœur, donc c'est le territoire inférieur, bien postéro-diaphragmatique, qui est signifié par D2, AVF et D3. Donc le sous-décalage. Donc, il y a les dérivations V1, V2, V3, V4, D2, D3, AVF, c'est un septal profond. D'accord? Et l'antérieur étendu, on avait dit V1, V2, V3, V4. D'accord? Et qui signifie une atteinte de l'EVA, une atteinte proximale de l'EVA. D'accord? J'espère que c'est clair. Maintenant, je ne vais pas effacer. Je vais parler un peu de l'image en miroir. Je vous ai dit, l'image en miroir, c'est un critère électrique qui signifie quoi? Il signifie l'origine ischémique du sus-décalage. Ça veut dire quoi? Si vous allez trouver un sus-décalage, vous allez me dire, on a d'autres pathologies qui peuvent donner le sus-décalage. Par exemple, la péricardite aiguë peut donner un sus-décalage. Alors, si vous allez ramener un ECG d'un patient et qui contient un sus-décalage et que vous allez trouver une image en miroir, ça veut dire quoi une image au miroir d'un sous-décalage? C'est un sous-décalage dans une autre dérivation. D'accord? C'est un sous-décalage dans une autre dérivation. Donc là, vous êtes sûr que c'est l'origine ischémique qui a donné ce décalage. Donc ce décalage que vous êtes en train d'interpréter, c'est obligatoirement il a une origine ischémique. Ça veut dire
imaginez le patient, d'accord, est en train de faire un infarctus au niveau de l'évire. Donc, le sus-décalage, on avait dit, c'est le territoire antérieur. Vous allez trouver un sus-décalage, non? Maintenant, vous allez trouver un sus-décalage, V1, V2. Par exemple, proximal, là, il y a l'atteinte proximale. Donc, V1, V2, V3 aussi, vous allez trouver un sus-décalage, Ça, c'est un sus-décalage dans les dérivations antérieures. C'est un territoire antérieur étendu puisque l'atteinte, elle est au niveau de l'EVA. C'est une atteinte proximale de l'EVA. Donc, imaginez que quand vous allez rechercher les dérivations latérales, vous allez trouver un sous-décalage. Le sous-décalage au niveau des territoires, du territoire latéral, ce n'est que les marges en miroir du sus-décalage. Et donc là, vous êtes sûr que le sus-décalage que vous êtes en train de voir, les dérivations antérieures, elle est d'origine ischémique. Et aussi, c'est un critère d'origine ischémique et aussi c'est un critère de, comment dirais-je, que ces lésions sont récentes, d'accord? Donc, par exemple, pourquoi je dis ça? Puisque le sus-décalage, on peut avoir des lésions qui sont récentes et qui donnent un sus-décalage, et on peut avoir des lésions qui sont anciennes qui donnent un sus-décalage. Par exemple, un patient, il a fait un IDL non revascularisé, donc c'est comme ça dans la nature. Donc il y aura, par exemple, faites la partie. Il y aura une fibrose, il est nécrosé, c'est bon, d'accord? Après suppression, il y aura une formation d'un anévrisme, d'accord? C'est une complication d'un IDL non revascularisé. Il y aura une formation d'un anévrisme. Je vais dessiner mieux, j'essaie, j'espère. Imaginez là, l'anévrisme, il va faire ça. C'est une déformation de la géométrie du cœur, d'accord? Ça, c'est l'anévrisme, d'accord? Donc, le cœur il va perdre la géométrie externe. Donc, l'anévrisme, sur l'ECG, vous allez trouver, si vous allez faire un ECG pour ce patient qui a il a fait déjà son IDN et c'est bon. Donc, si vous allez faire l'ECG, vous allez trouver un sus-décalage. Donc, comment faire la distinction? Est-ce que c'est un sus-décalage qui est dû à un événement ischémique récent ou bien qui est dû à l'anévrisme, si le patient consulte dans un tableau aigu. Donc, pour faire la distinction, si vous allez trouver l'image en miroir, l'anévrisme ne donnera jamais d'image en miroir, puisque l'image en miroir ne se voit que dans les atteintes récentes. D'accord? Très bien. Alors, donc, je résume, l'image en miroir, c'est une anomalie, ça signifie que l'anomalie est récente, d'accord? Par exemple, à savoir un ST, par exemple, si le patient a fait un ST mal revascularisé, comme on avait dit, et qui vient de cicatriser en une fibrose avec formation d'un anévrisme, dans ce cas, le sus-décalage, il va persister puisqu'il n'a pas été revascularisé ou il y a avec une formation d'un anévrisme, d'accord? Mais l'image en miroir ne va pas persister, d'accord? Elle ne va pas, il n'y aura pas d'image en miroir, d'accord? Si donc vous allez recevoir un patient et vous allez trouver un sus-décalage avec une image en miroir, il faut savoir que c'est un événement récent, il faut savoir que c'est d'origine ischémique, d'accord? Très bien. Très bien. Maintenant, on va passer à la prise en charge. Alors, maintenant, on va détailler la prise en charge de syndrome coronaire aigu avec un sus-décalage ST+. Alors, il faut savoir que les premières étapes sont similaires. C'est la même prise en charge. C'est une prise en charge commune au syndrome coronaire aigu ST-. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut hospitaliser le patient. Il faut faire une hospitalisation, d'accord, avec monitorage, ECG, d'accord, avec les constants hémodynamiques, ou garde les constants hémodynamiques, et lancer un bilan, d'accord. N'oubliez pas les troponines, d'accord, mais non, pas dentalgique. Pas dentalgique. Si vous vous rappelez, la douleur, c'est un critère de réussite ou bien d'échec du traitement. Dans le syndrome coronaire, ST+. Donc, au contraire de l'ST-, on donne des dentalgiques. Donc, jusqu'à présent, c'est la même conduite à tenir. Il faut hospitaliser le patient. Il faut faire un monitorage avec un ECG en continu, avec toutes les constants hémodynamiques. Demander un bilan avec les troponines, bien sûr. Avec les troponines. Et donner des dentalgiques. Puis, on va commencer le traitement médical spécifique
Traitement médical, d'accord? Le traitement médical, c'est le même aussi. On va donner des anticoagulants, d'accord? On va donner des anticoagulants à titre d'héparine, d'accord? On va donner de l'héparine. Puis, on va donner double antiagrégant plaquettaire, antiagrégant, d'accord? On va donner de l'aspirine et du clopidogrel. Pratiquement la posologie, pour l'aspirine c'est 250 mg pour la dose d'attaque, puis on va maintenir 100 mg, et pour le clopidogrel on va donner 300 mg, puis on va maintenir 75 mg. Oh, mes mains sont sales. Alors, puis on va donner aussi un traitement préventif de la récidive, on va donner des statines, d'accord? On avait dit précocement à dose élevée, on va donner 80 mg, d'accord? Très bien. Maintenant, il nous reste le traitement anti-ischémique. On avait dit que le traitement de l'estémois, on va donner un traitement anti-ischémique puisque le cœur, puisqu'on va diminuer les besoins puisque l'apport a été diminué. Mais non, le traitement de l'ST+, non. Pourquoi? Puisque l'ST+, c'est quoi la physiopathologie? C'est une plaque sur laquelle il y a un thrombus totalement occlusif, d'accord? Donc, le traitement médical ne sert pas à grand chose, d'accord? Il n'y a aucun débit, il y a une nécrose, d'accord? Donc, il faut intervenir, il faut obligatoirement faire une angioplastie. Il faut revasculariser le plus précocement possible. Donc, pourquoi donner un traitement anti-ischémique alors qu'on va revasculariser le patient? Donc, on ne donne pas de traitement anti-ischémique. Donc, les bêta-bloquants et les dosimétriques, d'accord? Puisqu'on va revasculariser immédiatement, d'accord? Maintenant, ça, c'est la prise en charge commune LST-, commune. Maintenant, la revascularisation. Comment on va revasculariser? Comment on va revasculariser ce patient? Alors, il faut savoir que... Elle est où? Il faut savoir que toute syndrome coronaire aigu ST+, doit être revascularisée immédiatement en urgence et systématiquement avec un délai de 48 heures. Ça veut dire quoi un délai de 48 heures? Ça veut dire après 48 heures, le bénéfice de la revascularisation, on ne va pas avoir un bénéfice après la revascularisation, d'accord? Donc, vous devez revasculariser votre patient dans l'urgence, d'accord? Dans un délai qui est inférieur à 48 heures. Puisqu'après 48 heures, généralement, on n'a pas la chance pour récupérer le myocarde, d'accord? Les lésions deviendront irréversibles, d'accord? On revascularise après 48 heures seulement si on a des signes de viabilité. Quels sont ces signes? Quels sont ces signes de viabilité? Cliniquement, si la douleur, pourquoi la douleur est un signe de viabilité? Le patient est en train de ressentir la douleur, ça veut dire que le myocarde est toujours vivant, d'accord? S'il est mort, il ne va rien ressentir, d'accord? C'est bon. Très bien. Maintenant, si le patient a la douleur, on va rechercher des éléments paracliniques. Comment des éléments paracliniques? On va faire une échographie, voire une scintigraphie parfois, d'accord? Pour savoir est-ce que le myocarde est toujours vivant ou non, pour savoir revasculariser ou non. Donc, avant 48 heures, c'est une revascularisation systématique. À environ 48 heures, on va rechercher les signes de viabilité. Les signes cliniques, à titre de la douleur. S'il n'y a pas les signes cliniques, on va rechercher d'autres paramètres paracliniques. Si le myocarde est vivant, on va essayer de faire une coronarographie. Peut-être on arrivera. Mais après ce délai-là, la revascularisation ne sert à rien. D'accord? Très bien. Maintenant, comment faire la revascularisation? Donc, le délai, d'accord? Le délai est à 48 heures. Maintenant, quelles sont les méthodes de revascularisation? Alors, pour les méthodes, on a deux méthodes. On a l'angioplastie et on a la thrombolyse. Très bien. Alors, c'est quoi l'angioplastie? C'est un traitement mécanique, d'accord? La thrombolyse, c'est un traitement médical, d'accord? C'est des médicaments qu'on va injecter, d'accord? Pour que, avec le thrombus, ça a une fibrinolyse, d'accord? Une thrombolyse.
D'accord? Thrombolyse, ça veut dire lésion avec le thrombus. D'accord? Ça, c'est une injection très très simple. C'est un geste très, très simple. Ce n'est rien. Et pour l'angioplastie, non. L'angioplastie se fait généralement le bloc. Vous allez mettre votre patient et puis il faut introduire, je vais vous laisser une photo, d'accord? Il faut introduire par exemple le cœur, le vaisseau atteint, la lésion avec le thrombus. Vous allez faire rentrer un ressort avec un ballonnet. Il faut éliminer avec le thrombus, faire un stent. Alors, ça c'est l'angioplastie et c'est la thrombolyse. La thrombolyse, c'est un truc très très simple. C'est une très simple le geste, mais les complications, il faut faire attention. D'accord? Alors, quels sont les avantages de l'angioplastie? Alors, les avantages de l'angioplastie, enfin, ça m'a gêné. Alors, les avantages de l'angioplastie. Quand on fait une angioplastie, on a une efficacité de 100%. Ça veut dire que à 100%, votre malade, il va sortir revascularisé, on va réussir, d'accord? Pas d'échec, d'accord? Aussi, pas de risque hémorragique. Pas de risque hémorragique. Si vous allez revasculariser le patient, c'est bon. Vous n'allez pas donner des traitements qui vont faire une fibrome, qui m'a fait la thrombolyse, on a un risque hémorragique. Pourquoi un risque hémorragique? Puisque vous allez dégrader le thrombus. Ça, vous allez inhiber les autres phénomènes de coagulation et donc il y a un risque hémorragique. Pas de contre-indication. Pas de contre-indication. À signaler, même les sujets âgés de 90 ans, d'accord, n'a qu'une contre-indication de faire l'angioplastie. On peut faire l'angioplastie même chez les sujets très âgés, d'accord, très bien. Et puis, ça va permettre de confirmer, d'accord, de confirmer le diagnostic. Si on va revenir en arrière, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le diagnostic du syndrome coronaire aigu atypique, ce n'est que la clinique, une douleur thoracique avec un ECG, un sous-décalage. On avait dit qu'il y a des diagnostics différentiels qui peuvent donner aussi des troponymes positifs, qui peuvent donner des variations électriques avec les troubles de repolarisation qui vont donner le même tableau clinique, d'accord? Parfois on n'est pas sûr du diagnostic et parfois on avait dit que on peut poser le diagnostic du syndrome coronaire aigu sur un BBG, d'accord? Ça veut dire le patient vient pour une douleur et puis vous allez faire un ECG, vous allez trouver un BBG récent, un bloc de branche récent, d'accord? Et donc vous n'êtes pas sûr du diagnostic. Donc, l'angioplastie, ça va vous permettre de confirmer le diagnostic. D'accord? Ça va vous permettre de confirmer le diagnostic. Très bien. Quels sont les avantages de la thrombolyse? Alors, la thrombolyse, quels sont les avantages? Les avantages, c'est... On va commencer par les inconvénients. Je vais parler des inconvénients. Les inconvénients de la thrombolyse, premièrement, c'est qu'elle est moins efficace. Elle est moins efficace par rapport à l'angioplastie. Elle a une efficacité de 60%. Ça veut dire si vous allez thromboliser votre patient, vous avez 60% taux de réussite et vous risquez d'échouer dans 40% des cas. D'accord? Et il y a un risque hémorragique. D'accord? C'est le risque hémorragique. Pour la raison que j'ai expliqué déjà. Et on peut avoir des contre-indications. Par exemple, imaginez un patient qui est en train de faire un ulcère gastrique, qui est en train de saigner, vous allez thromboliser ce patient-là. Eh ben, ça, c'est la catastrophe. Ça, c'est une contre-indication absolue. C'est ce patient tout saignement non contrôlé, d'accord? Tout saignement non contrôlé, c'est une contre-indication à la thrombolyse. Et donc, il y a si ce patient il a des antécédents comme par exemple ulcère qui est en train de saigner et il est en train de faire un syndrome coronaire aigu, vous n'avez pas le droit de thromboliser le patient. Donc il faut faire une angioplastie. Ça c'est un inconvénient. Aussi, il y a le risque de faux diagnostic. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous allez thromboliser un patient avec erreur de diagnostic. Ça veut dire quoi avec erreur diagnostique? Comme je vous ai dit, imaginez un patient qui survient pour une douleur thoracique, vous allez faire un ECG, vous allez trouver un bloc de branche gauche, soi-disant récent, d'accord? On n'est pas sûr du diagnostic syndrome coronaire aigu. C'est vrai,
qu'on peut poser. On va dire que le patient est en train de faire un syndrome coronaire aigu, mais on n'est pas sûr. Peut-être que le patient est en train de faire son BBG normal, d'accord? Genre, il fait un bloc de branche sans avoir les DM, d'accord? Donc, vous risquez de thromboliser un patient qui n'a pas les DM. Vous allez thromboliser un patient comme ça. Vous allez mettre le patient sous un risque hémorragique ou il DM, d'accord? Alors, mais pour l'angioplastie, quel est l'inconvénient de l'angioplastie? Alors, l'inconvénient de l'angioplastie, c'est la disponibilité. Donc, elle n'est pas disponible partout. Elle n'est pas disponible partout et donc elle peut retarder le diagnostic. Retarder la prise en charge. Donc, elle peut retarder la prise en charge. Puisqu'elle n'est pas disponible. C'est ça. Il n'y a aucun autre inconvénient. Pour la thrombolyse, quel est l'avantage? Elle est simple. C'est une simple injection d'un médicament comme ça. Elle est disponible partout, normalement. Elle est disponible puisque notre pays, on ne peut pas dire que officiellement avec le truc, il est présent toujours. Ouais. Elle est disponible et elle est rapide. D'accord? Vous allez l'accès très rapidement. Alors, donc, je résume. Pour les méthodes de revascularisation, on a deux méthodes. On a l'angioplastie et la thrombolyse. L'angioplastie, c'est la méthode de choix, d'accord? Si vous avez en disponibilité l'angioplastie, il ne faut pas rechercher ailleurs. Il faut pas poser de questions, est-ce que je vais faire une angioplastie ou bien une thrombolyse? Et il faut faire l'angioplastie, puisqu'elle est plus efficace. Et il n'y a pas de risque hémorragique, pas de contre-indication. Ça va permettre de confirmer le diagnostic. Si c'est disponible, ok. Si c'est pas disponible, il faut savoir est-ce que ça va retarder la prise en charge pour aller trouver une unité qui va faire une angioplastie ou non. Si vous allez arriver très rapidement, imaginez que vous êtes dans une unité où il n'y a pas d'angioplastie, de ça, et il y a une autre unité qui est proche et qui va vous faire une angioplastie. Donc, ça ne va pas retarder la prise en charge, vous pouvez faire une angioplastie. Sinon, si c'est loin, donc vous devez penser est-ce qu'il faut faire une angioplastie ou bien une thrombolyse. La thrombolyse, c'est quoi l'avantage? Elle est simple, elle est disponible, elle est rapide. Tout médecin généraliste peut thromboliser un patient qui vient se présenter pour un IDM et il ne dispose pas d'angioplastie avec les critères qu'on va préciser après. Puis, quels sont les inconvénients? Elle est moins efficace, elle a une efficacité de 60%, il y a un risque hémorragique toujours, et puis il y a des contre-indications absolues, quoi que ce soit, le délai, quoi que ce soit, il ne faut pas revasculariser les patients qui présentent des contre-indications à la thrombolyse, puisque vous risquez de perdre votre patient sur table. Et puis, ça ne va pas permettre de confirmer votre diagnostic. Vous n'êtes pas sûr, d'accord, de votre diagnostic. Et donc, il y a un risque de thromboliser des patients par erreur diagnostique. D'accord? Voilà. Maintenant, on va savoir quand est-ce que je dois dire ah, ce patient il doit faire une angioplastie. Et quand est-ce que je dois dire ce patient va subir une thrombolyse. On avait dit, si l'angioplastie est disponible, il ne faut pas penser, il ne faut pas poser la question. C'est une angioplastie. Maintenant, on est en train de parler quand on ne dispose pas d'angioplastie. Donc, il faut penser, est-ce que je dois thromboliser mon patient sur place ou bien l'envoyer vers une unité qui est en train de faire des angioplasties. Alors, le choix de la méthode. Alors, maintenant, on va parler un peu sur le choix de la méthode de revascularisation. Ça veut dire, est-ce que je vais utiliser une angioplastie pour revasculariser mon patient ou bien je vais thromboliser mon patient. Alors, on a deux méthodes de revascularisation. Soit on va faire une angioplastie qui ne possède aucune contre-indication, qui ne possède pas de risque hémorragique, ou bien on va thromboliser le patient. D'accord? Donc, vous allez voir que ça, c'est la thrombolyse. C'est quoi? Ça, c'est le bénéfice de la thrombolyse. Et ça, en vert, c'est le bénéfice de l'angioplastie. Alors, ça, c'est l'événement, d'accord? Ça, c'est le syndrome coronaire aigu.
l'évolution du syndrome coronaire aigu dans le temps, d'accord? L'évolution dans le temps, avec les heures, d'accord? Alors, le début, ça veut dire H0, d'accord? H0, le bénéfice de l'angioplastie est à 100%, d'accord? Très bien. Le bénéfice de la thrombolyse est meilleur que faire une thrombolyse à 2 heures. Il est meilleur que faire une thrombolyse à 4 heures, d'accord? C'est la même chose pour l'angioplastie. Une angioplastie à H0, elle est beaucoup plus mieux de la faire à 2 heures. Donc, vous voyez que le bénéfice, il va diminuer tout en avançant dans le temps. Et ça, c'est logique, puisqu'on est en train de perdre du myocarde. D'accord? Très bien. Donc, je répète, à H0, le fait de faire une angioplastie ou bien une thrombolyse, ça donne un bénéfice plus important que de la faire à 2 heures. Donc, vous voyez que le bénéfice est en train de... c'est en descente. D'accord? Très bien. Maintenant, à 12 heures, d'accord? Après 2 heures de l'évolution du syndrome coronaire aigu, il faut savoir que l'angioplastie, avec le bénéfice, possède la même efficacité ou bien le même bénéfice qu'une thrombolyse faite à H0. Ça, c'est le bénéfice, d'accord? À 2 heures, le bénéfice de l'angioplastie égale le bénéfice de la thrombolyse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous êtes là, vous êtes dans une unité, alors, d'accord, une unité qui ne possède pas d'angioplastie. Vous avez reçu un patient qui a fait un syndrome coronaire aigu. Et ça, c'est un CHU, si vous voulez, d'accord, qui possède l'unité de l'angioplastie. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez penser qu'on va envoyer le patient, l'unité, pour faire l'angioplastie, pour le revasculariser. Mais il y a des conditions. Si vous allez l'envoyer et qu'il va prendre une journée la route, c'est pas la peine, il faut le thromboliser, d'accord? Donc, on va calculer le temps, d'accord, qu'il va prendre pour arriver à l'unité qui possède l'angioplastie, l'angioplastie, si le temps avec est inférieur à 12 heures, d'accord? Donc, on va rien perdre, puisque si vous allez revasculariser après une demi-heure, après 1 heure, toujours avec un bénéfice qui est plus important qu'une angioplastie à H0. Si le temps qui va prendre le patient pour arriver, par exemple, au CHU, il est supérieur à 12 heures, ça veut dire que le bénéfice. Par exemple, donc là, le bénéfice devient moindre que faire une thrombolyse à H0. Je répète, donc, si vous êtes dans une unité, mais faites angioplastie, pas d'angioplastie, et vous avez un patient, et vous avez posé le diagnostic du syndrome coronaire aigu, donc ST+, vous devez revasculariser votre patient. Vous avez 2 méthodes, soit vous allez faire une angioplastie, soit vous allez faire une thrombolyse. Si vous allez penser thrombolyse, entre thrombolyse et angioplastie, à H0, vous devez savoir que l'angioplastie a une efficacité plus importante. À H1, ça veut dire après 1 heure, vous devez savoir que l'angioplastie possède une efficacité mieux qu'une thrombolyse à H0. Ça veut dire à H1, après 1 heure, si vous allez faire une angioplastie retardée d'1 heure, vous allez avoir un bénéfice plus important qu'une thrombolyse à H0. Si vous allez faire votre angioplastie après 1 heure et demie, vous allez avoir un bénéfice plus important qu'une thrombolyse à H0. Ça veut dire une angioplastie retardée de moins de 2 heures, d'accord? Vous allez toujours avoir un bénéfice mieux qu'une thrombolyse à H0. Et donc, vous n'allez pas mettre votre patient le risque hémorragique. Donc, vous allez l'envoyer, vous allez dire, le CHU est proche, donc, et les proches, on va prendre par exemple 1 heure dans la route. Le mohim, toujours, c'est une route qui est inférieure à 12 heures, d'accord? Donc, d'ailleurs, je préfère de ne pas thromboliser mon patient, de ne pas prendre le risque hémorragique et de l'envoyer pour faire une angioplastie. Et toujours, j'ai un bénéfice qui est supérieur à la thrombolyse. D'accord? Maintenant, si votre patient, si le trajet est très lent, supérieur à 12 heures, donc là,
le bénéfice devient inférieur. Donc, il y aura une diminution du bénéfice. Donc, vous allez thromboliser le patient, d'accord? Vous allez thromboliser le patient après avoir éliminé toute contre-indication de la thrombolyse, d'accord? Après avoir éliminé toute contre-indication de la thrombolyse. Par exemple, ça veut dire quoi? Si vous allez recevoir un patient, vous allez en premier faire l'interrogatoire, puis c'est la clinique, puis c'est le CG. Donc, en premier l'interrogatoire, il va vous dire que les antécédents, j'ai fait déjà un AVC hémorragique. Après, on va parler des contre-indications de la thrombolyse, hein, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Alors, il va vous dire que j'ai fait déjà un AVC hémorragique. Ça, c'est une contre-indication absolue à la thrombolyse. Si vous allez thromboliser votre patient, il risque de récidiver, d'accord, avec l'AVC, et c'est une catastrophe, d'accord? Donc, je résume. Vous allez recevoir un patient qui se présente pour une douleur thoracique, vous avez fait un ECG, vous avez trouvé un décalage. Dans votre unité, vous n'avez pas d'angioplastie, d'accord? Donc, vous devez faire le choix. Est-ce que vous allez thromboliser le patient ou là faire une angioplastie? Là, on avait dit, si vous avez l'angioplastie, il faut faire une angioplastie sans poser la question. Puis, si vous n'avez pas l'angioplastie, vous avez 2 heures, d'accord? Si vous allez arriver à faire une angioplastie après avoir envoyé le patient et dans la route, il va prendre moins de 2 heures. Ok, envoyer le patient, il ne faut pas thromboliser le patient, il ne faut pas prendre le risque hémorragique. Sinon, si la route va prendre plus de 2 heures, il faut en premier, avant de décider de thromboliser votre patient, rechercher les contre-indications. S'il y a une contre-indication, on ne va pas thromboliser, on va envoyer le patient, quoi que ce soit le temps, quoi que ce soit le délai, d'accord? Si le patient ma'douche contre-indication, dans ce cas-là, vous pouvez thromboliser, d'accord? Les 2 premières heures, d'accord? Après, c'est quoi? Ça, en vert, c'est le risque hémorragique. C'est le risque hémorragique. Ça veut dire quoi? Pour faire un traitement, il faut toujours mesurer le bénéfice-risque. Si vous avez plus de bénéfices, il faut suivre avec le traitement. S'il y a plus de risques, il faut arrêter avec le traitement. Donc, pour l'angioplastie, pas de risque hémorragique. Hein. On parle pour la thrombolyse. En cas de la thrombolyse, dans les premières heures, d'accord, il y a un bénéfice beaucoup plus important que le risque hémorragique. Donc, on peut utiliser la thrombolyse. Après, le bénéfice, il va diminuer jusqu'à certain temps. 12 heures après l'événement, le bénéfice devient inférieur au risque hémorragique. Le bénéfice de la thrombolyse en rouge devient inférieur au risque hémorragique. Donc, il ne faut pas thromboliser le patient puisque vous allez faire une hémorragie, d'accord? Il va faire une hémorragie et on ne va pas avoir de bénéfice dans ce cas-là. Donc, à partir de 12 heures, on ne va pas faire de thrombolyse. À partir de 12 heures, il ne faut pas faire une thrombolyse. Il ne reste que l'angioplastie. Ça veut dire quoi? Si vous allez recevoir un patient après 20 heures, d'accord? Après 20 heures, donc il ne faut pas thromboliser le patient parce que le risque hémorragique est supérieur au bénéfice. Donc vous n'avez qu'un seul choix, c'est l'angioplastie, quoi que ce soit le délai. Bien sûr, avant 48 heures, parce qu'après 48 heures, on va faire ni thrombolyse, ni angioplastie. Pas de vascularisation après 48 heures. Donc, entre 0 et 12 heures, vous avez le choix entre est-ce que je vais faire une thrombolyse ou bien une angioplastie. Après 12 heures, vous n'allez pas choisir. On ne va pas faire de thrombolyse, on va faire une angioplastie obligatoirement. Après 48 heures, on ne fait rien. On va pas faire la thrombolyse, on ne va pas faire l'angioplastie, pas de vascularisation après 48 heures. D'accord? Après, pour le choix, on avait dit si vous arrivez à faire une angioplastie dans les 2 heures, les 2 heures de la nuit, donc il faut la faire. D'accord? Il ne faut pas prendre le risque hémorragique de la thrombolyse. Si on n'a pas d'angioplastie et qu'elle est loin de plus de 2 heures, il faut thromboliser votre patient, quoi que ce soit. D'accord?
Donc, il faut savoir si on a échoué ou bien si on a réussi à revasculariser. Donc, il faut avoir des critères pour savoir la réussite. D'accord? On a deux critères majeurs. Deux critères majeurs pour décider l'efficacité de la thrombolyse. Ces deux critères majeurs, on va dire qu'on on a arrivé à revasculariser le patient. Ce n'est que la disparition du syndrome coronaire aigu ST+. Ça veut dire quoi la disparition du syndrome coronaire aigu ST+? Comment on avait posé le diagnostic? On avait utilisé deux critères qui sont les critères cliniques, c'est la douleur, et les critères électriques, qui est quoi? Qui est le susdécalage. Donc pour dire que on a réussi et que le syndrome coronaire aigu ST+ a disparu, il faut la disparition de ces deux critères. C'est ça le critère majeur de réussite de l'angioplastie. Donc il faut que la douleur cède complètement dans un laps du temps. D'accord? Donc une sédation complète de la douleur dans un laps du temps. D'accord? Et une disparition pour le susdécalage, les signes électriques, ça va prendre un peu plus du temps, d'accord, pour régresser. Donc, il faut avoir une régression du susdécalage d'au moins 50%. 50%. Mais si le susdécalage, il va disparaître dès le début, d'accord? C'est une régression de moins 50% du susdécalage, de moins 50% du susdécalage, pendant environ 1 heure, d'accord? Pendant environ 1 heure. Vous allez me dire, on va attendre 1 heure pour savoir est-ce qu'on a réussi ou là on a échoué. Et si on va pas réussir, donc le patient, c'est comme si on va perdre 1 heure, d'accord? Donc, je vais vous dire qu'il ne faut pas attendre 1 heure, mais il faut, dès que vous thrombolisez votre patient, il faut l'envoyer pour faire une angioplastie. D'accord? Il faut l'envoyer pour faire une angioplastie. Comment c'est que ça? Alors, si on a réussi, alhamdoulilah. Si on a échoué, le traitement, il ne reste qu'une seule chance, il y a l'angioplastie. C'est ce qu'on appelle angioplastie de sauvetage. Ça veut dire que vous allez rattraper votre sauvetage. Si vous voulez, vous allez rattraper votre échec. Donc, là, pour savoir est-ce qu'on a réussi ou bien on a échoué, c'est les critères majeurs de réussite. Quels sont ces critères majeurs? Entre parenthèses, c'est la disparition du syndrome coronaire aigu ST+. Comment? Donc, c'est la disparition de la clinique et la disparition des signes électriques. La clinique, donc une disparition ou bien une sédation complète de la douleur dans un laps du temps. Et les signes électriques, c'est une régression du susdécalage de moins 50% dans environ 1 heure. Donc, pour ne pas perdre du temps, puisqu'on ne va pas savoir est-ce qu'on va échouer après 1 heure ou là, il faut, dès que vous décidez de thromboliser le patient, il faut l'envoyer à l'angioplastie. Puisque si on va échouer, c'est l'angioplastie qui va nous permettre de traiter le patient. D'accord? Donc, dès que vous thrombolisez, vous injectez le produit et vous allez envoyer votre patient pour faire une angioplastie, pour l'angioplastie. Si on a les critères de réussite, alhamdoulilah, on va pas faire une angioplastie précoce, urgente. Mais si on a échoué, il faut faire une angioplastie urgente de sauvetage. Urgente. D'accord? Urgente. D'accord? Très bien. J'espère que vous avez compris. Maintenant, par exemple, un croc, l'UND, je crois, c'est LP3, et ils ont dit le CG après, il a devenu normal sans susdécalage, d'accord? Quelle est l'information, d'accord, en plus pour savoir qu'on a réussi à revasculariser le patient? Ce n'est que la disparition de la douleur. Puisqu'il n'a pas comme le signe électrique, donc il faut le signe clinique. D'accord? Très bien. Maintenant, pour ne pas oublier, maintenant si vous allez me dire, vous allez envoyer le patient pour faire une angioplastie dès le début. S'il y a un échec, vous allez faire une angioplastie, alhamdoulilah. S'il y a une réussite, on va envoyer le patient et puis on va dire ah c'est bon, on a arrivé à revasculariser. Non, même s'il y a une réussite de la thrombolyse, on va faire une angioplastie. Pourquoi?
Mais dans ce cas-là, c'est pas une angioplastie urgente. On va faire une coronarographie décalée dans le temps, si vous voulez retarder. Pourquoi? Alors, je préfère vous faire un plan sur la prise en charge pour vous faciliter la compréhension. Alors, la question c'est quoi? C'est le choix de la méthode de revascularisation. Est-ce que je dois faire une thrombolyse ou bien je dois faire une angioplastie? Alors, à H0, on avait dit, plutôt je revascularise, plus de myocarde sera sauvé, d'accord? D'accord? Par exemple, à H3, il y aura une diminution du bénéfice, d'accord? On est en train de parler de la thrombolyse, hein? Thrombolyse. Très bien. Il y aura une diminution du bénéfice, d'accord? Mais qui reste toujours supérieur au risque hémorragique. À H12, d'accord, il y aura une diminution très importante du bénéfice, d'accord, qui devient inférieur au risque hémorragique. Et donc, dans ce cas-là, d'accord, la revascularisation, après, ne se fait pas tout en utilisant la thrombolyse, d'accord. Après H12, d'accord, la revascularisation entre H12 et 48 heures se fait uniquement par angioplastie. D'accord? Et le choix entre la thrombolyse et l'angioplastie se fait seulement entre H0 et H12. D'accord? Très bien. Alors, si entre H0 et H12, là où il faut faire le choix, d'accord? Si l'angioplastie est disponible, elle doit être choisie en premier lieu. D'accord? Si après elle n'est pas disponible, si l'angioplastie n'est pas disponible, il faut faire le choix, d'accord? D'accord? Selon quoi, est-ce que je dois faire une thrombolyse immédiate, ou bien je fais une angioplastie retardée, d'accord? Est-ce que je dois faire une thrombolyse immédiate, ou bien je dois faire une angioplastie retardée? Et à savoir l'efficacité d'angioplastie retardée de 2 heures égale celui de la thrombolyse immédiate. Donc, si le temps de transport est inférieur à 2 heures, je préférerais écrire pour vous. Très bien. Alors, je suis en train de dire, on avait dit que l'efficacité d'angioplastie à H2 égale l'efficacité de la thrombolyse à H0. D'accord? Donc, si le temps de transport est inférieur à 2 heures, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préférer l'angioplastie retardée. Retardée combien? Moins de 2 heures. Retardée de moins de 2 heures. Si le temps de transport est supérieur à 2 heures, il faut commencer à rechercher les contre-indications à la thrombolyse. Si on a une contre-indication, il ne faut pas thromboliser et il faut envoyer le patient pour faire une angioplastie, quoi que ce soit, le délai. S'il n'y a pas de contre-indication, d'accord, vous devez thromboliser votre patient, d'accord. Vous devez faire une thrombolyse immédiate à H0, d'accord. Très bien. Maintenant, j'espère que c'est clair. On va passer vers les contre-indications de la thrombolyse. Le plan, ça va vous faciliter la tâche, d'accord? Très bien. Alors, les contre-indications, je vais parler principalement des contre-indications absolues de la thrombolyse. Sans savoir, thrombolyse. Surtout ça, d'accord?
Contre-indication absolue de la thrombolyse. Tu vois, toute hémorragie, toute hémorragie non contrôlée. Tout saignement non contrôlé, tout saignement non contrôlé est une contre-indication absolue à la thrombolyse. Par exemple, un ulcère qui est en train de saigner, par exemple, quelqu'un qui a une tumeur en train de saigner, quoi que ce soit, toute hémorragie non contrôlée. Antécédent d'AVC hémorragique, quoi que ce soit le délai. Quoi que ce soit le délai. Ça veut dire quoi? Par exemple, il va vous dire que j'ai 20 ans, j'ai fait un AVC hémorragique. C'est toujours une contre-indication à la thrombolyse. Il ne faut jamais, un patient qui a fait un AVC hémorragique, il faudra jamais faire une thrombolyse. D'accord? C'est une contre-indication absolue AV. D'accord? AV. D'accord? Très bien. Un AVC ischémique, antécédent d'AVC ischémique, mais pas AV récent. Un AVC ischémique récent. Pas AV, mais récent. Récent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a moins de 6 mois. Ça veut dire dans les 6 mois précédents, il a fait un AVC ischémique. Pourquoi c'est une contre-indication? Puisqu'il y a un risque de transformation hémorragique. Tu vois, avec l'AVC ischémique qu'il a fait, il risque de se transformer sous les médicaments fibrinolytiques en AVC hémorragique. D'accord? Très bien. Une dissection aortique. Le patient qui est en train de faire une dissection aortique, c'est une contre-indication à la thrombolyse. D'accord? Mais si déjà il a un risque de rupture il ne faut pas thrombolyser. D'accord? Ou bien, quand on parle d'antécédent d'AVC hémorragique, ou bien une chirurgie cérébrale. D'accord? Une chirurgie cérébrale. D'accord? C'est une contre-indication absolue. D'accord? Très bien. C'est ça les contre-indications absolues de la thrombolyse. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Une patiente âgée de 60 ans se présente pour une douleur thoracique. À le sujet, vous avez trouvé un sous-décalage dans le territoire inférieur. Les antécédents, HTA, AVC hémorragique. J'insiste sur la notion d'AVC hémorragique évident. AVC hémorragique. Donc, quelle est votre conduite à tenir? Est-ce qu'il faut thrombolyser, sachant qu'on ne possède pas d'angioplastie le centre terme, hein? Il n'y a pas d'angioplastie. Est-ce que vous allez thrombolyser votre patiente? D'accord? Thrombolyser votre patiente, ou bien vous allez faire une angioplastie. C'est très clair. Je vais pas vous poser la question est-ce qu'elle est H0, est-ce que vous avez poser le diagnostic à H0 ou là, est-ce qu'elle est loin, est-ce qu'elle est proche de centre d'angioplastie? Non, aucune question. Il ne faut pas thrombolyser le patient. La patiente elle vient, elle a des contre-indications, d'accord? Elle a des contre-indications. Directement, vous allez l'envoyer vers un centre d'angioplastie, quoi que ce soit la durée du transport, d'accord? Imaginez, comme le lieu, avec la patiente, on va l'envoyer pour faire l'angioplastie. Par exemple, elle va prendre, si vous voulez, par exemple, 10 heures. Voilà, 10 heures. Si elle va prendre 10 heures, vous allez me dire pourquoi ne pas thrombolyser au lieu. Et puis, pour la simple raison qu'elle a une contre-indication absolue. Il ne faut pas thrombolyser cette patiente. Très bien. Très bien. Maintenant, on va passer vers, on avait dit avant que la thrombolyse possède les contre-indications qu'a la thrombolyse. Maintenant, on va parler de l'efficacité de la thrombolyse. On avait dit que la thrombolyse possède une efficacité de 60%. Ça veut dire quoi une efficacité de 60%? Ça veut dire si vous allez thrombolyser votre patient, vous avez la probabilité de réussir, vous avez une probabilité de réussir à 60%. Mais une probabilité d'échec à 40%. Donc, comment ça va? Quels sont les critères de réussite? Quels sont les critères de réussite de la revascularisation? Et quels sont les critères d'échec? D'accord? Quels sont les critères d'échec d'une revascularisation?